L'UNADEV et la recherche médicale. Quand la générosité des donateurs fait avancer la médecine. Un film d'Alexandre Rakowski. UNADEV Christine, bonjour. Depuis plus de 80 ans, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels œuvre dans le but d'aider les aveugles et malvoyants au quotidien. Je suis Miguel Nicolas, téléconseiller à l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles. Nous réalisons une enquête de qualité et de satisfaction, monsieur Groppo. René Breton, président de l'UNADEV. En 2006, notre conseil d'administration a décidé d'apporter son soutien à différentes équipes de chercheurs. C'est ainsi que plus de 2 millions d'euros en 5 ans ont été remis à des équipes qui travaillent sur différents programmes dans différentes régions de France. Angers, Bordeaux, Bron, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse. Professeur Joseph Collin. La question que se posent les donateurs, c'est bien sûr de savoir comment sont choisis, comment sont retenus les projets de recherche scientifique qui sont soumis à l'UNADEV pour un éventuel financement. Alors je dois vous dire que l'UNADEV a eu cette stratégie tout à fait utile, intéressante, de créer un conseil scientifique, il y a maintenant 4 ans, un conseil scientifique constitué de plusieurs experts, et j'ai le plaisir d'être le président de ce conseil scientifique depuis sa création. Donc nous sommes réunis, nous avons réfléchi sur les façons d'évaluer les dossiers qui sont toujours de très haute qualité scientifique, et nous avons retenu de façon consensuelle un système de grilles, les grilles de notation, de cotation qui sont utilisées dans les grands dossiers des organismes publics INSERM, CNRS en France. Donc ce sont sur ces bases que sont retenus tous les ans un certain nombre de dossiers qui entrent dans l'enveloppe budgétaire proposée par l'UNADEV. En tant que président de ce conseil scientifique, je tiens vraiment à remercier l'UNADEV dans sa structure d'organisation, mais surtout les donateurs de l'UNADEV qui contribuent donc au financement d'études de haute qualité sur des aspects fondamentaux, des aspects génétiques, sur des aspects épidémiologiques de ces maladies, et aussi sur les aspects cliniques et thérapeutiques qui intéressent les patients en premier chef. De 2006 à 2011, l'UNADEV a versé, au titre de l'aide à la recherche, 450 000 € aux équipements d'Angers. « 622 000 € aux équipes de Bordeaux. « 49 000 € à l'équipe de Bron. « 840 000 € aux équipes de Montpellier. « 16 050 € à l'équipe de Nice. » 161 398 € aux équipes de Paris. « 390 000 € à l'équipe de Strasbourg. « 41 000 € à l'équipe de Toulouse. Jean-Philippe Cross, directeur de la communication de l'UNADEV. Nous avons voulu faire le point sur ce programme d'aide et nous nous sommes rendus dans les différents centres de recherche et nous avons posé à leurs responsables 3 questions fondamentales. Première question, comment ont été utilisés les fonds que l'UNADEV vous a versés? Deuxième question, quelle part représentent ces fonds par rapport à votre budget global au niveau de la recherche?
en pourcentage, bien évidemment. Et troisième question, quelles sont les perspectives à court, moyen et long terme de votre programme de recherche? Est-ce que vous pensez aboutir à des essais thérapeutiques, à des essais cliniques rapidement, etc. La rencontre. Docteur Noélie Davezac. Je suis partie en congrès, dans un congrès qui s'appelle Mitochondrie, où j'ai pu rencontrer tous les acteurs de la recherche en ophtalmologie en France. Et c'est à cette occasion que lors d'un symposium, il y avait la présentation de toutes les associations qui soutenaient le travail de ces chercheurs. Et c'est donc ici que j'ai trouvé l'UNADEV, et ce qui m'a permis donc de postuler au prochain appel d'offres. Professeur Cyril Goiset. J'ai entendu parler de l'UNADEV il y a quelques années, puisque nous avons déjà d'autres projets dans le laboratoire très génétiques qui se basent sur le développement de l'œil et qui ont déjà bénéficié de financement, de subventions par l'UNADEV. Donc j'étais déjà au courant de l'existence de cette association de malades. Et dans le cadre de nos projets actuels, il semblait opportun justement de pouvoir s'intéresser à ces problèmes de la rétine, ces problèmes énergétiques qui pourraient bénéficier à beaucoup de personnes qui souffrent d'atteintes rétiniennes, éventuellement dépasser évidemment le cadre simple des maladies rares, très rares sur lesquelles nous travaillons, mais bénéficier à beaucoup plus de personnes atteintes de troubles visuels avec des perspectives de thérapie innovantes, on l'espère, grâce à la meilleure compréhension des mécanismes sur lesquels nous travaillons. Docteur Marisol Corral-Debrinski. Une personne de l'association du maladie mitochondriale m'a informé qu'il y avait un appel d'offres de cette fondation UNADEV. J'ai donc postulé à cette offre. Effectivement, après passage sur un conseil scientifique, j'ai obtenu le financement de 75 000 €. Professeur Christian Hamel. Nous avons maintenant une longue histoire avec l'UNADEV qui a démarré il y a à peu près 6 ou 7 ans lorsque Monsieur Breton est venu nous voir pour visiter le laboratoire et nous proposer une collaboration. Et donc, sur la base de cette collaboration, nous avons reçu, pendant les 2 premières années, un montant financier assez important qui nous a permis de démarrer un projet. Et maintenant, depuis environ 4 ans, par l'intermédiaire du conseil scientifique, on a reçu une dotation très importante qui permet de faire tourner complètement tout un secteur de la recherche du laboratoire, qui est la recherche sur justement la partie génétique dont je parlais. Professeur Francine Béard-Cohen. On est dans des concepts extrêmement nouveaux. Et toutes les demandes d'argent qu'on fait aux agences, comme l'Agence nationale de la recherche, etc., demandent que des travaux soient déjà publiés pour financer. Or, quand on est sur des concepts qui sont nouveaux, tout est à faire. Déjà, démontrer quels étaient les récepteurs, aller sur des concepts très fondamentaux, parce qu'il faut repartir tout à fait au départ. On ne trouve pas finalement de financement. Et nous étions dans cette situation où nous avions quelque chose de très intéressant, pas de financement, et donc pas la possibilité d'avoir ces gros financements qui permettent vraiment de faire décoller les projets. Et c'est là que je me suis adressée à l'UNADEV, et que l'UNADEV donc a financé le démarrage, on va dire, de ce projet. Docteur Cédric Schweizer. Nous avions besoin effectivement de réaliser un IRM 3 Tesla, grâce à un IRM de recherche, et qui a besoin d'être financé. Pour cela, nous avons donc sollicité une subvention à l'Union nationale des aveugles et des déficients visuels. Nous avons donc déposé un projet suite à cet appel d'offres, et nous avons heureusement été acceptés. Docteur Éric Sellem. On estime en France qu'il y a 1 million de personnes glaucomateuses et que malheureusement, seulement la moitié sont connues et traitées. L'une des missions de la Société française de glaucome est de participer à ce dépistage. Or, les moyens nécessaires pour un tel dépistage de masse sont extrêmement onéreux. Nous avons été absolument ravis, enchantés que l'UNADEV nous contacte et nous aide à participer effectivement au dépistage de cette maladie qui potentiellement peut conduire à la cécité. Professeur Jean-Paul Renard. L'UNADEV, nous l'avons aidé dans son projet de dépistage de la neuropathie glaucomateuse. Comme vous le savez,
elle organise un camion de dépistage que nous avons mis en place avec l'association et nous lui permettons, dans chaque ville où il y aura des consultations pour que les gens puissent venir se faire dépister, nous lui permettons de disposer d'un réseau d'ophtalmologistes disponibles au sein de la population pour lesquels on pourra aller plus loin dans le diagnostic lors de ce dépistage grâce à ces camions itinérants initiés au départ par l'UNADEV. Dans ce camion, il y a une unité mobile de très haute technicité pour dépister les facteurs de risque de glaucome. Il y a plusieurs machines qui mesurent la pression intraoculaire, la pression de l'œil qui est le principal facteur de risque du glaucome, des biomicroscopes. Il existe aussi un champ visuel miniaturisé sous sa forme très raccourcie qui permet un dépistage efficace. Il ne s'agit pas d'un diagnostic mais d'une première approche d'un dépistage des facteurs de risque. Je pense que ce genre d'action nous permettra à terme d'avoir des actions plus larges et d'évaluation aussi en termes de santé publique, de dépistage de facteurs de risque et éventuellement du glaucome dans les suites. Le premier espoir, c'est dépister les patients le plus tôt possible. Parce que le glaucome est une maladie qui se traite, qui se soigne, qui se stabilise. Et si l'on prend les patients au tout début de leur maladie, il y a très peu de risques qu'un jour ils aient de vrais problèmes fonctionnels avec leur œil. De 2010 à 2012, l'UNADEV a consacré 250 000 € au dépistage du glaucome. Les programmes de recherche. Le SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés déficients visuels, est un service qui regroupe un plateau technique pluridisciplinaire avec un volet médical et un volet psychosocial pour prendre en charge des personnes avec une déficience visuelle. À l'hôpital, nous recevons des patients qui viennent d'institutions et qui viennent nous voir alors qu'ils présentent des pathologies qui sont déjà en fait très sévères, pour lesquelles on aurait pu faire quelque chose avant et pour lesquelles on est maintenant confronté à une impossibilité de traitement et on se retrouve devant des patients qui ont des baisses de vision pour lesquelles on ne peut plus rien faire. Nous, ça nous semblait absurde, si vous voulez, de ne pas aller dépister ces patients et ne pas leur redonner les moyens d'avoir une meilleure vision, surtout si la cause est traitable. Et on est parti d'un constat qu'il n'y avait pas grand-chose en France, d'un point de vue épidémiologique, sur la santé visuelle des patients, de nos aînés en institution. Nous avons en fait récupéré toutes les données sur toutes les maisons de retraite cette année sur les Alpes-Maritimes, puis l'année prochaine sur le Var. Et donc nous avons un service de statistique qui identifie en fait les maisons de retraite que nous devons aller dépister. Et une fois que nous avons identifié ces maisons de retraite, donc nous les prévenons, et nous nous déplaçons sur place avec de nombreux appareils d'ophtalmologie comme vous pouvez voir ici. Et en fait, nous arrivons à faire une consultation d'ophtalmologie qui peut être assez complète. Et à la fin de la consultation, donc, nous prenons ces données et nous donnons les consignes aux patients et à la maison de retraite. Le centre est labellisé depuis 2005 et depuis a fait énormément de développement autour de la recherche clinique essentiellement, un peu en recherche fondamentale, et bien sûr la prise en charge optimisée des patients. La subvention de cette année comporte aussi un aspect épidémiologique très important d'un point de vue sociétal. C'est l'évaluation, à travers l'étude que l'on a appelée IMPACT, c'est l'évaluation de la qualité de vie des patients atteints de kératocone. Comment vivent-ils le kératocone? Est-ce que c'est un handicap majeur? Quelles sont les activités quotidiennes qu'ils ne peuvent plus réaliser? Quels sont les manques de chance dans la société liés à cette maladie? Et quel est l'impact social, donc le coût? Cette étude est prospective, elle sera menée sur différents centres et notamment à travers le réseau de 100 contactologues qui vont recueillir à travers la France des informations issues des patients. Si vous imaginez que la cellule est une usine, vous avez le plan de fabrication qui est l'ADN. Et une fois que le plan de fabrication est recopié, on va faire au fur et à mesure des protéines qui vont servir pour faire les murs de l'usine, pour faire le fonctionnement des chaînes qui vont fournir l'énergie à l'usine. Et donc on va construire la cellule à partir de ces protéines-là. Donc dans des pathologies d'origine génétique, on va avoir des erreurs dans ce plan de fabrication. Des erreurs qui peuvent avoir des conséquences bénignes
ou gravissimes. Le but de notre étude était d'évaluer l'ensemble des voies visuelles en IRM, mais les IRM ont connu une évolution technologique assez importante, notamment dans leur définition, qui nous permettent d'explorer l'encéphale, le cerveau, d'une manière beaucoup plus fine. Donc le but de notre étude est d'évaluer l'ensemble des voies visuelles chez des patients qui présentent un glaucome et les comparer à l'ensemble des voies visuelles de patients dits témoins, c'est-à-dire indemnes de toute pathologie glaucomateuse ou de toute autre atteinte neurologique. Pour réaliser cette étude, il nous faut réaliser un certain nombre d'examens ophtalmologiques que nous faisons en pratique courante, à savoir un examen ophtalmologique classique, une gonioscopie, un examen des fibres optiques et un champ visuel. Et nous avons également besoin de réaliser un IRM. Cette étude va nous permettre de déterminer quelle est la place de l'IRM dans une stratégie de diagnostic et de suivi des patients glaucomateux. D'autre part, cette étude va nous permettre de mieux comprendre la pathologie glaucomateuse, notamment d'un point de vue neurodégénératif et d'un point de vue vasculaire, et ça peut nous permettre d'ouvrir la voie à de nouvelles thérapeutiques neuroprotectrices ou vasculoprotectrices. L'appareil que nous avons devant nous s'appelle un Ocular Response Analyzer, en abréviation c'est ORA, et il a été acquis par le service grâce à l'UNADEV, ce qui nous a permis en fait de poursuivre un projet de recherche qu'on avait dans le service. L'ORA est un appareil qui est peu diffusé dans le domaine du glaucome. Très connu dans le domaine de la chirurgie réfractive, nous avons pu l'utiliser lors de premières études de recherche et mettre en évidence qu'il y avait des variations et une influence des propriétés mécaniques de la cornée sur la mesure de la pression intraoculaire. Ces premiers travaux ont été réalisés il y a 3 ans et ont fait l'objet de publications internationales en reconnaissant que les propriétés biomécaniques étaient différentes chez le patient qui présente un glaucome que chez le sujet normal. C'est la raison pour laquelle actuellement nous ne savons pas tout dans le domaine du glaucome avec ses propriétés biomécaniques et grâce à l'aide de l'UNADEV, nous allons pouvoir aller plus loin et préciser ainsi si les mesures de la pression intraoculaire peuvent être mieux contrôlées en fonction de ces caractères mécaniques de la cornée et ainsi adapter un traitement qui sera plus adapté au meilleur moment pour une meilleure prise en charge de chaque patient glaucomateux. À Strasbourg, on fonctionne de la manière suivante. Il y a une partie clinique où nous recevons les patients et où nous effectuons également de la recherche clinique au niveau du centre de référence maladies rares qui porte sur les affections génétiques ophtalmologiques et qui donc rentre dans le cadre du plan maladies rares. Et d'autre part, nous avons le laboratoire à la faculté de médecine où nous effectuons les recherches, c'est-à-dire scientifiques ici, cette fois-ci, plus fondamentales, pour comprendre les affections rares dont sont atteints les patients du centre de référence. Nous avons développé des modèles pour comprendre l'affection, notamment des modèles de souris qui sont des souris transgéniques pour lesquelles donc, on a effectué des mutations dans leur génome, dans le même gène qui est responsable du syndrome de Bardet-Biedl, et elles développent une rétinopathie pigmentaire. Alors, à partir de là, nous essayons de comprendre quels sont les mécanismes au niveau de la cellule photoréceptrice qui induit donc la souffrance au niveau de la cellule, puis sa dégénérescence. Alors pour ça, on a bien avancé, à tel point qu'on a des pistes de différentes molécules qu'on pourrait utiliser pour ralentir cette dégénérescence. Parallèlement, nous faisons un travail qui porte sur la thérapie génique pour amener au niveau de la rétine un virus qui porte le gène responsable de l'affection pour remplacer le gène défectueux. Notre travail est plus focalisé sur la restauration de la vision chez les aveugles. Vous savez peut-être que dans la rétine, il y a les cônes et les bâtonnets. Les cônes qui nous permettent de voir les couleurs pendant la journée et les bâtonnets d'avoir une vision la nuit. Et pendant des centaines d'années, on pensait que c'était les seuls photorécepteurs présents dans la rétine. Il y a une dizaine d'années, on a découvert un autre photopigment qui n'est pas situé dans les photorécepteurs classiques, mais dans d'autres cellules de la rétine qui s'appellent des cellules ganglionnaires et qui sont principalement impliquées dans des fonctions qu'on appelle non visuelles. C'est-à-dire, c'est une détection de la lumière qui règle, par exemple, la synchronisation de notre cycle de veille-sommeil. Ils sont aussi impliqués dans la régulation de notre mémoire, de performance cognitive, des sécrétions hormonaux, par exemple la mélatonine, et un ensemble d'autres fonctions qui sont différentes de ce qu'on conçoit normalement comme la
perception visuelle. Ce photopigment n'est pas typique des autres photopigments des cônes bâtonnets, mais ressemble plutôt à des photopigments qui viennent des invertébrés, et principalement de la mouche. En fait, la mélanopsine a été découverte à partir des mélanophores dans la peau des amphibiens, parce que c'est ça qui permet à certains amphibiens et reptiles, comme le caméléon par exemple, de changer de couleur. Et ce photopigment découvert dans les mélanophores, et donc appelé mélanopsine, a la propriété de permettre à n'importe quelle cellule de devenir sensible à la lumière. À partir de là, on a eu l'idée d'utiliser ce photopigment pour remplacer les photorécepteurs dégénérés dans certaines pathologies oculaires. Donc c'est un travail qui a été réalisé tout d'abord chez la souris par un collaborateur à Salk Institute aux États-Unis, Sachin Panda, et avec qui on collabore sur ce projet chez le singe pour essayer de restaurer la vision chez le singe. Il y a d'autres équipes qui utilisent des photopigments qui sont aussi de type invertébré, mais qui sont d'origine même microbienne. Et il y a un débat actuellement, est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces photopigments d'origine microbienne chez l'homme? Ça transforme en quelque sorte l'homme dans un OGM, un organisme modifié. Donc le débat est encore ouvert. C'était vraiment une aide substantielle au projet qui était dans sa phase préclinique, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'établir, déterminer réellement la preuve du concept que notre possible traitement fonctionnait chez les rats, pour arriver au but et de se dire oui, il y a une preuve de principe, et cette preuve de principe indique que c'est possible de passer chez l'homme. Nous travaillons à l'Institut de la Vision, donc j'ai une équipe composée de 5 personnes aujourd'hui, dont 2 postdocs, donc des personnes qui ont eu sa thèse et qui sont financées pour continuer leur travail ici, un assistant ingénieur, une jeune étudiante en M2 et une jeune doctorante qui va soutenir sa thèse d'ici le mois de juin. Nous, notre recherche, on essaie de la construire à la fois sur le plan fondamental et à la fois sur les applications cliniques. Donc effectivement, nous avons toute une recherche de molécules susceptibles de traiter ces maladies oculaires. Et puis, du point de vue clinique, nous avons un essai thérapeutique qui a été mis en place et qui permet de transférer en quelque sorte l'activité de recherche fondamentale vers la clinique, vers les patients. La première étape a consisté à mettre en place les modèles pour étudier ces maladies du nerf optique sur lesquelles nous travaillons. La deuxième étape, lors de l'arrivée du professeur Vincent Procaccio, qui a travaillé 8 ans aux États-Unis sur les maladies mitochondriales, il a pu ainsi développer des outils de génétique, en particulier pour découvrir de nouveaux gènes dans ces maladies ophtalmologiques. Mon travail consiste principalement dans le cadre diagnostic des maladies génétiques et en particulier dans le cadre de programmes de recherche, donc de poursuivre ce travail sur la détection des anomalies génétiques retrouvées dans les pathologies ophtalmologiques, qui est notre sujet principal donc, de recherche au CHU d'Angers. La troisième étape a été l'arrivée du professeur Dan Milea, en provenance de Copenhague, qui nous a permis de mettre en place une recherche thérapeutique, d'abord initiée au niveau du laboratoire, et puis qui, nous l'espérons, va pouvoir se prolonger jusqu'à la mise en place d'essais cliniques. À Angers, il y a un centre de référence national sur les maladies neurogénétiques. On est aussi partenaire d'un centre de référence sur les maladies mitochondriales. Et donc ces centres de référence sont directement connectés à des réseaux nationaux avec d'autres centres de référence sur les maladies ophtalmologiques ou les maladies mitochondriales de manière plus générale. Tous ces centres collaborent évidemment pour faire des études épidémiologiques, mais aussi sur le plan biologique, puisqu'on peut citer l'exemple de l'équipe de Montpellier avec qui nous travaillons sur différents modèles dans le cadre d'une atrophie optique autosomique dominante. Le projet, donc, partant de là, s'articule autour de 2 grands pôles. Celui qui est ici aujourd'hui, où vous êtes, hein, qui est une consultation spécialisée de référence nationale sur toutes ces maladies. Donc, où on passe beaucoup de temps avec chaque famille pour faire des examens approfondis, pour savoir exactement quel type de maladies rares ils ont. À partir de là, on fait des études génétiques qui permettent de préciser
maintenant, dans pratiquement 75% des cas, quel est le gène qui est responsable de la maladie dans la famille. Et à partir de cette connaissance génétique et puis des examens cliniques qui ont été faits, eh bien, on peut, au laboratoire, mettre en place des travaux de recherche pour étudier les mécanismes et pour tester des traitements qui pourront ensuite être testés de nouveau à l'hôpital. L'équipe qui constitue à la fois les deux pôles, le pôle clinique et le pôle recherche, ça représente environ 35 personnes. En gros, il y a une dizaine de personnes sur le centre de référence national et puis environ 25 personnes au laboratoire. Alors bien sûr, il y a des ingénieurs qui font un travail d'identification de gènes, de génotypage, puis bien sûr infirmières, secrétaires, qui sont indispensables au fonctionnement de l'ensemble. Tout ce personnel doit fonctionner ensemble pour que les projets avancent. Parce que pour faire avancer un projet, il faut en règle générale plusieurs personnes qui se coordonnent de manière à aboutir à des résultats. On sait que moi je travaille spécifiquement sur les neuropathies optiques héréditaires, qui sont des pathologies qui appartiennent à la fois à l'ophtalmologie, à la neurologie et aux mitochondriopathie. Ce qui est dysfonctionnel dans ces nerfs, ce sont les mitochondries des patients. Les mitochondries sont des petits organites cellulaires qui vont produire l'énergie nécessaire à tout mécanisme biologique et en particulier à la transmission du signal visuel depuis la rétine vers le cerveau. Donc s'il y a un mauvais ou une mauvaise énergisation de ce nerf, progressivement on va atteindre une dysfonction du nerf, c'est-à-dire une perte de transmission de l'information entre la rétine, entre l'œil et le cerveau, et d'une manière secondaire, on va entraîner une dégénérescence de ce nerf qui va induire une cécité qui, elle, sera par contre définitive. Donc on a des souris mutées qui reproduisent la mutation telle qu'on la trouve chez l'homme, et de ce fait, on étudie chez ces souris la dégénérescence du nerf optique, mais aussi parfois la surdité ou d'autres atteintes qui peuvent être liées à une dysfonction mitochondriale. Le deuxième modèle sur lequel on travaille, ce sont des fibroblastes de patients. Pour la plupart des patients qu'on a en consultation à l'hôpital, on va avoir un prélèvement de peau qui nous permettra, peut-être d'une manière presque personnalisée, de suivre les conséquences des mutations dans les principaux gènes sur le fonctionnement mitochondrial. Le troisième chapitre, qui est bien évidemment pour nous le plus grand défi, le défi pour les années à venir, c'est traiter les patients. Encore une fois, pour ces maladies, actuellement, il n'y a aucun traitement qui est disponible. Donc pour nous, notre ambition, c'est bien évidemment, sans donner de date, sans préciser quand on pourra traiter nos patients, mais c'est de s'orienter vers les thérapies. Pourquoi ? Parce que les patients, y compris les gens dans les associations, attendent d'une manière impatiente qu'on leur fournisse un traitement qui leur permette de ralentir, voire d'arrêter, voire de réverser l'altération de la vision. Il y a une autre démarche qu'on développe, qui est soutenue par l'UNADEV, et qui consiste à rechercher une approche de thérapie pharmacologique. Il s'agit de pallier aux déficits mitochondriaux par un produit pharmacologique, par un médicament que le patient pourra prendre par voie orale. Il existe un certain nombre de produits qui sont actifs sur la mitochondrie, que l'on connaît, et il y a potentiellement d'autres produits qui sont actuellement sur le marché, qui sont des médicaments reconnus, qui sont aussi dans le domaine public. Donc nous, on est parti de l'idée que parmi ces produits, parmi ces 1600 médicaments qui composent la pharmacopée européenne, certains pourraient avoir un effet bénéfique sur nos patients. Et les résultats qu'on a récupérés ont mis en évidence 80 produits qui avaient une activité positive, donc une activité de préservation, de survie, de protection de nos cellules de patients. Donc on s'est attaché à analyser déjà les champs de prescription de ces différentes molécules. Donc nous avons sélectionné actuellement 4 produits qui montrent une activité de protection des cellules des patients. Donc on est en train d'étudier actuellement quelles sont les voies d'activation des mécanismes de protection de la vie des cellules de nos patients. Et l'intérêt aussi, c'est que on peut envisager
d'une manière relativement simple, au travers de marqueurs cellulaires, de marqueurs moléculaires, marqueurs biochimiques, de caractériser l'activité de ces produits sur les mitochondries. Concrètement, l'objet de mes recherches sont, je dirais, doubles. D'un côté, il y a l'acquisition de connaissances sur le fonctionnement de l'œil, et plus particulièrement donc, de la rétine, le tissu sensible à la lumière, donc, qui est responsable de la vision. Et donc ça, c'est la partie acquisition des connaissances. Et la deuxième partie, c'est développement de projets thérapeutiques à travers ces connaissances, donc, et à travers la mise en place de molécules nouvelles pour essayer d'intervenir dans certaines pathologies, et c'est en particulier de ralentir la progression de certaines pathologies. Il faut savoir que notre laboratoire est un laboratoire de diagnostic moléculaire, donc on est un laboratoire hospitalier. Donc notre rôle principal est de donner un rendu de diagnostic moléculaire aux patients. Il faut savoir que nous avons également dans ce laboratoire une équipe de recherche INSERM qui est complètement intégrée au laboratoire, et nous travaillons tout le temps en parallèle entre la recherche et le diagnostic. Donc on a beaucoup d'échanges qui permettent vraiment d'avancer de façon efficace. En fait, ce sont des prélèvements sanguins que nous faisons chez les patients atteints d'un syndrome de Usher et les familles. Et donc nous allons extraire l'ADN à partir des lymphocytes présents dans le prélèvement sanguin. Et à partir de cet ADN, on va faire un certain nombre d'analyses ciblées sur les gènes qui sont responsables du syndrome de Usher. Alors ce qui nous complique beaucoup la vie, c'est qu'en fait, il y a plusieurs gènes qui sont responsables du syndrome de Usher. Tous ne sont pas encore connus. Et ce sont des gènes très difficiles à étudier au niveau moléculaire parce que ce sont de gros gènes. Donc on a beaucoup d'analyses complexes à faire pour un seul patient. Donc nous avons mis en place une analyse particulière qui consiste à prélever au niveau des cellules nasales avec un petit prélèvement fait avec une petite curette, quelques cellules, et c'est à partir de ces cellules-là que l'on arrive à analyser les transcrits des gènes Usher. Nous travaillons plus spécifiquement sur des maladies neurologiques héréditaires qui associent des problèmes neurologiques et des troubles de la vue avec une atteinte de la rétine. Nous nous sommes intéressés à ces maladies neurologiques héréditaires depuis longtemps. Ce sont des maladies qui touchent le cervelet essentiellement, le cervelet qui est représenté ici sur cette IRM cérébrale, qui est un organe, une structure très importante du système nerveux, et nous nous intéressons aussi à des maladies qui touchent la moelle épinière. Nous avons commencé notre travail il y a plusieurs années sur des bases cliniques, parce que ces maladies étaient très mal définies sur le plan clinique. Puis nous avons introduit des aspects génétiques pour identifier des mutations causales dans des gènes cibles, ce qui a été fait, ce qui a permis de préciser le diagnostic très fin chez ces malades. Et l'étape actuelle dans laquelle intervient la subvention de l'UNADEV consiste à aller plus loin, de travailler sur du tissu humain, en l'occurrence essentiellement des biopsies de peau, qui sont mises en culture dans des énormes incubateurs, qui nous permettent de profiter, de disposer de cellules humaines issus de malades et sur lesquels nous travaillons en termes de métabolisme énergétique, le but étant d'extrapoler ensuite nos données obtenues sur la peau au niveau rétinien et au niveau du système nerveux central. Et nous comptons arriver à mettre le doigt sur les mécanismes fins qui aboutissent à cette déperdition énergétique au niveau de la rétine. Nous sommes partis d'un constat clinique, et la constatation clinique, c'est que si on injecte des corticoïdes dans l'œil, on observe une amélioration considérable et rapide de la symptomatologie, en tout cas sur le plan anatomique, il y a une diminution de l'œdème. Et on s'est dit, si c'est aussi rapide, parce que pour qu'il y ait un œdème, finalement, c'est très simple, hein, pour qu'il y ait trop de liquide quelque part, il faut d'une part qu'il y ait trop d'entrée de liquide, mais aussi qu'il y ait moins de sortie. Par contre, si la réabsorption est très rapide, ça veut dire qu'on a aussi joué sur les phénomènes d'absorption. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et donc nos travaux ont consisté à essayer de comprendre quels sont les récepteurs aux corticoïdes dans la rétine, par quels récepteurs agissent les médicaments que nous utilisons en clinique, comment ils agissent,
quelles sont leurs cibles moléculaires. Et tout ça, c'est dans le but de pouvoir trouver de nouveaux médicaments. Alors pourquoi c'est important? Vous allez me dire si les corticoïdes marchent, eh bien c'est résolu. En fait, c'est pas résolu parce que ces médicaments ont des effets secondaires extrêmement importants. Donc à la fois, il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant, qui était un effet spectaculaire, et à la fois l'impossibilité d'utiliser ces médicaments parce que des effets probablement trop larges. Donc aller comprendre quelles sont les cibles qui sont régulées par ces médicaments nous permet d'envisager de nouveaux traitements. Le financement de l'UNADEV. Le financement qui nous a été donné par le biais donc, de l'UNADEV nous a permis de construire un programme de recherche. Donc ça correspond à une somme importante justement dans le cadre du financement de ce programme de recherche, environ donc, 30% de ce financement. Et ce financement nous a permis d'acquérir un certain nombre de matériel, mais aussi de financer un certain nombre de personnes pour pouvoir poursuivre ce programme de recherche qui n'aurait pas pu être fait justement sans l'aide de l'UNADEV. L'originalité de ce qui a pu être proposé par l'UNADEV, c'est de pouvoir donner un financement qui soit des financements sur du long terme pour éviter justement des financements annuels. Ce qui nous permet, pour nous, en tant que chercheurs, pouvoir planifier des programmes de recherche qui soient donc sur du long terme, avec des objectifs donc à long terme. Ce laboratoire donc, contient un certain nombre d'équipements qui ont été achetés par l'intermédiaire de l'UNADEV, avec notamment cet incubateur, donc un incubateur qui nous sert à incuber nos cultures cellulaires, et également cette hotte de flux laminaire qui nous permet de réaliser ces cultures cellulaires. Ces deux équipements sont à la fois, ont un coût environ estimé à 40 000 €, achat qui n'aurait pas pu être réalisé sans le soutien de l'UNADEV. Voilà un autre exemple de machine qui nous est extrêmement utile, qui nous a permis en fait, d'automatiser nos activités de biologie moléculaire et en particulier de diagnostic des maladies génétiques et ophtalmologiques. Cet appareil est extrêmement utile puisque donc, il y a cette automatisation qui nous permet donc, de gagner donc, du temps et du temps technicien. Et cet appareil donc, a une valeur de plus de 100 000 €. La subvention nous a été allouée, ce qui va nous permettre de financer tous les moyens techniques pour la réalisation de l'IRM, ainsi qu'un attaché de recherche clinique à mi-temps qui va nous aider à compiler les résultats des examens ophtalmologiques et des examens radiologiques. Nous avions besoin de 35 000 € pour réaliser ces IRM et que nous avions besoin de 15 000 € pour financer un attaché de recherche clinique. Et donc sans cela, cette étude n'aurait pas pu se faire. L'UNADEV représente un pourcentage proche de 50% des efforts qui sont menés dans le centre pour la recherche clinique. Ce qui est donc pour nous considérable. Nous avons pu faire l'acquisition de 3 machines indispensables au dépistage. La machine ici présente, qui est un abéromètre, l'AURA, qui est un appareil qui envoie un jet d'air sur la cornée et qui va mesurer la réponse de la cornée à la déformation, donc pour évaluer la biomécanique cornéenne et sa dureté, et bien sûr un appareil plus récent qui, lui, mesure la face antérieure et la face postérieure de la cornée pour analyser très finement la déformation subtile de la cornée dès les stades très précoces de la maladie. C'est important car il existe depuis 4-5 ans un traitement qui permet non pas d'améliorer la vision des patients, mais d'arrêter ou ralentir la maladie. Nous avons obtenu une subvention de 87 000 € par l'UNADEV. Cet argent va être utilisé pour payer le fonctionnement de nos automates, pour payer du consommable, c'est-à-dire faire fonctionner les manipulations, les expériences au quotidien, et pour payer également du personnel qui va être affecté de façon spécifique à l'avancée de ce projet. On a reçu une somme de 50 000 € il y a 2 ans, qui nous a aidé en fait de démarrer ce projet. C'était très important, c'était le premier soutien qu'on avait reçu et qui nous a permis par la suite de recevoir un soutien de l'Agence nationale de la recherche. Globalement, ce projet de recherche représente à peu près 500 000 €. La plupart, en fait, est consacré à des salaires, mais le premier soutien de l'UNADEV a été très important pour nous parce que ça nous a permis d'acquérir certains équipements qui nous manquaient, le microscope et puis d'autres matériels qui sont nécessaires pour élaborer des constructions virales et faire les injections chez le singe. Pour apporter la preuve absolument absolue qu'il y a un effet,
on doit utiliser des modèles animaux et aussi des instruments de mesure in vivo qui sont développés pour les animaux et qui sont extrêmement coûteux. Un appareil qui permet de voir la rétine in vivo sur l'animal, c'est de l'ordre de 90 000 €. 90 000 €, c'est beaucoup d'argent. Et donc l'UNADEV a apporté, nous avions demandé un financement de 92 000 €. Nous avons eu un financement de 62 000 €, mais avec un complément de financement, nous avons pu acheter un appareil qui nous permet et que nous utilisons quotidiennement de réaliser ces expériences qui ont été des expériences fondatrices pour démontrer l'efficacité de notre hypothèse. J'ai pu obtenir le financement de l'UNADEV qui nous a énormément servi au cours de l'année 2009 et 2010. Nous avons commandé et acheté donc, un spectrophotomètre. C'est un appareil extrêmement précis qui me permet de mesurer justement l'activité de la chaîne respiratoire. Et là, maintenant, on est totalement autonome pour extraire les nerfs optiques et les rétines de ces animaux et de pouvoir mesurer l'activité de la chaîne respiratoire ici même à l'Institut de la Vision. Nous avons eu jusqu'à maintenant deux financements de l'UNADEV qui nous ont permis de mettre en place des analyses in silico, de travailler sur des anomalies complexes de certains gènes impliqués dans le syndrome de Usher pour trouver des anomalies qu'on ne pouvait pas identifier autrement. Et par ailleurs, l'UNADEV pour l'instant finance le salaire d'un étudiant en thèse qui travaille sur la mise en place d'une nouvelle technologie, donc du séquençage nouvelle génération haut débit, appliqué aux gènes de Usher. Donc cela nous permet déjà de développer une analyse beaucoup plus exhaustive de tous les gènes Usher et aussi d'analyser un certain nombre de gènes candidats, puisque comme je vous l'ai dit, tous les gènes Usher ne sont pas encore identifiés. Grâce à l'UNADEV, depuis maintenant 4 ans, je peux rétribuer d'une part un ingénieur de recherche qui effectue une grande partie de ses recherches sur les formes notamment dominantes autosomiques de rétinite pigmentaire, qui sont celles qui posent un gros problème sur la transmission, puisqu'il y a un risque de transmission héréditaire élevé. Et d'autre part, j'ai pu aussi rétribuer un étudiant en thèse de bioinformatique qui permet de nous aider dans l'analyse de ces résultats génétiques qui sont maintenant très compliqués et qui est en train aussi de mettre au point un logiciel qui va aider les ophtalmologistes et les généticiens à identifier ces maladies rares qui sont assez compliquées. Donc tout ça, on le doit à l'initiative de l'UNADEV. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Et par exemple, tester une molécule ou tester un traitement sur une souris pendant 1 an, c'est au moins 50 000 €. Il faut compter à la fois le salaire du technicien et tous les produits qui vont être utilisés pour pouvoir traiter les animaux, y compris le renouvellement du matériel, y compris l'hébergement des souris à l'animalerie. C'est un minimum d'investissement de 50 000 € par an. La participation de l'UNADEV pour réaliser cette étude épidémiologique qui est très importante pour nous est fondamentale. On est vraiment ravis puisque l'UNADEV couvre la quasi-totalité des frais qui sont les frais annexes et matériels qui sont liés à ce projet. Donc sans l'UNADEV, ce projet ne pourrait pas avoir lieu et ne pourrait pas naître, tout simplement. Pour nous, les subventions de l'UNADEV sont vraiment essentielles. Alors, d'une manière générale, dans le laboratoire, la moitié de nos financements viennent de financements publics, du soutien du ministère de la Recherche, par exemple, ou de l'université, mais l'autre moitié provient d'associations de patients, et tout particulièrement de l'UNADEV. Donc si on regarde notre budget, on peut dire que l'UNADEV contribue environ à 25% de l'ensemble du budget du laboratoire, ce qui est considérable. La subvention a eu cette année 2 destinations. La première, c'est la contribution à un salaire de technicienne qui travaille donc sur les rétines de ces souris, et d'autre part à acquérir du matériel de microscopie qui nous permet d'explorer dans les meilleures conditions avec une excellente qualité les images de rétine que nous traitons. Ici, c'est un système de cage ventilée qui est fait par une compagnie américaine qu'on importe donc directement des États-Unis. Cet appareil a été obtenu grâce à une subvention de l'UNADEV. Chaque cage est clipsée en fait dans un système d'aération. Il y a un système d'aération qui filtre en permanence l'air. Nous avons pu, grâce à cette subvention, être équipés pour faire nos traitements pharmacologiques au niveau de notre zone expérimentale. Un projet de ce type, évidemment, demande des moyens humains et des moyens financiers.
Donc les moyens humains, en fait, nous sommes 2 personnes à travailler sur ce projet-là. Cela demande également un financement pour le fonctionnement du laboratoire et les appareillages évidemment. Donc là, l'UNADEV représente à peu près 80% des fonds fournis pour ce projet-là. Dans le cadre du projet qui a été soutenu par l'UNADEV, nous avons pu acquérir ce spectrophotomètre qui nous a coûté donc 15 000 € et qui permet de déterminer de très faibles quantités de protéines et d'ADN, ce qui est particulièrement important dans notre projet, et de suivre l'activité de certaines enzymes au cours du temps, ce qui là aussi est un très bon marqueur pour l'analyse des fibroblastes de patients atteints d'ADOA1. Les résultats. En termes de résultats, bien sûr, on a un certain nombre de choses qui avancent bien. Une partie de notre recherche est, disons, dévolue à l'identification des gènes, comme je l'ai dit auparavant, mais aussi à l'identification de nouveaux gènes, des gènes dont on ne sait pas encore qu'ils sont impliqués dans ces maladies et dont on va déterminer qu'effectivement ils le sont. Donc pour ça, il y a toute une stratégie particulière de recherche qui est facilitée maintenant par ce qu'on appelle le séquençage à très haut débit, hein, et donc qui permet d'identifier ces gènes-là. Donc là, on a plusieurs nouveaux gènes qu'on vient d'identifier dans des maladies de la macula, c'est-à-dire la partie centrale de la rétine, dans les rétinopathies pigmentaires et dans les maladies du nerf optique. Nous avons pu acquérir à travers ce financement une expertise qui devient maintenant nationale, voire même internationale, au moins à l'échelle européenne pour nous, et qui est en fait l'étude du métabolisme d'un composé majeur dans la vision, qui est le métabolisme de la vitamine A. L'expertise qu'on a pu acquérir sur l'analyse de ces rétinoïdes et de ces dérivés de la vitamine A est une expertise très importante pour nous. Et c'est notre, je dirais, notre pain quotidien et notre travail de tous les jours que d'analyser dans les modèles aussi bien cellulaires que les modèles de souris le devenir de cette vitamine A au niveau de l'œil. Cette étude IRM va éventuellement ouvrir la voie à toute la partie neurodégénérative et la partie vasculaire et va nous permettre d'explorer l'ensemble des possibilités diagnostiques et thérapeutiques qui en découlent au niveau de la prise en charge du patient glaucomateux. On a pu identifier un certain nombre de molécules et ces molécules vont nous permettre d'élaborer un certain nombre de médicaments et ces médicaments donc, qui vont être testés chez nos malades vont pouvoir, on l'espère, améliorer leur confort visuel et pouvoir donc restaurer en partie une partie de leur vision. Il y a déjà un premier essai clinique qui est issu de ces recherches, qui s'est mis en place sous la tutelle du professeur Dan Milea et du professeur Christophe Verny. Et dans ces maladies du nerf optique, un traitement qui limite la mort cellulaire est fourni aux patients. Et ce qu'on espère, c'est qu'il va pouvoir réduire la dégénérescence du nerf optique dans ces maladies et donc limiter la perte de vision. On est au tout début de cette étude, mais ce qu'on a pu démontrer, c'est en utilisant des techniques d'infection virale qui nous permet d'introduire la séquence de la mélatonine dans la rétine chez le singe. On est en train de les entraîner et de voir, premièrement, est-ce qu'ils peuvent détecter la lumière? Deuxièmement, est-ce qu'ils peuvent détecter un objet ou une image? Et puis, avec quel degré de précision ils peuvent détecter des images ou ils peuvent détecter du mouvement ou des autres choses nécessaires pour la vision. Donc on peut espérer, je pense que au bout de 5 ou 10 ans, que si ces techniques marchent chez le singe, on peut l'appliquer également chez l'homme en utilisant exactement la même méthodologie qu'on utilise aujourd'hui chez le singe. Aujourd'hui, on est en essai clinique avec un nouveau médicament pour traiter certains œdèmes maculaires. On a fait un premier essai pilote sur une trentaine de patients qui a été extrêmement concluant et aujourd'hui on est sur une étude randomisée en clinique. Ça a permis aussi de déposer des brevets. Donc ça a été vraiment quelque chose de fondamental
dans la poursuite de ce travail, car si nous n'avions pas d'aide, eh bien, nous aurions été obligés d'interrompre. Et une piste qui s'est avérée être une piste tout à fait valide, puisqu'elle aboutit probablement à un traitement. C'est un travail qui a mis 8 ans à se mettre en place. C'est un travail dont la phase préclinique a été extrêmement longue. La preuve de concept chez l'animal, le rat, a été effectuée. Maintenant, nous passons chez le primate et nous commençons à essayer de recruter des patients qui portent cette mutation qui nous intéresse pour espérer qu'un jour, d'ici peut-être 12-18 mois, nous pourrons débuter l'essai des thérapies géniques. Nous avons mis en place une base de données au sein du centre, de façon à recueillir les informations de tous nos patients. Cette base de données a été mise en place sur un projet UNADEV. Nous avons aussi travaillé avec la thématique de dépistage des facteurs de risque liés au kératocone, en collaboration pendant 1 an avec le professeur Tayeb, qui est donc dermatologue au CHU de Bordeaux, et notamment le docteur Catherine Droicourt, qui a mis en place avec nous une consultation couplée de dermatologie et d'ophtalmologie visant à prélever le sang de certains patients pour faire des analyses génétiques. Ça a fait l'objet d'une publication et il y a à présent d'autres voies de recherche pour essayer de trouver un marqueur génétique du kératocone et cela est complété par les travaux très avancés sur d'autres gènes qui sont réalisés à Toulouse. Le projet, donc financé par l'UNADEV depuis maintenant 2 ans, est en train d'aboutir. Donc la première partie du projet va être soumise à publication dans quelques semaines. Et pour la deuxième partie, nous avons des résultats qui sont très prometteurs. Nous les avons eus il y a une petite quinzaine de jours, donc nous sommes très excités et nous avons vraiment très confiance dans les résultats que nous avons d'ores et déjà obtenus. Ça va nous donner des points d'accès directs. Et c'est vraiment très important. En tout cas, dans la mucoviscidose, ça a très bien marché et on arrive maintenant à voir qu'un gène est modificateur de gravité. Nous avons déjà obtenu un certain nombre de résultats préliminaires qui nous ont permis justement de justifier notre demande budgétaire auprès de l'UNADEV. Ces résultats préliminaires sont très intéressants car confirment que les gènes sur lesquels nous travaillons produisent des protéines qui sont clairement, aujourd'hui, grâce à nos travaux, impliquées dans le métabolisme énergétique du système nerveux central. Et nous pensons donc aussi au niveau de la rétine. Nous allons vouloir, dans les mois et les années à venir, identifier les protéines partenaires des protéines sur lesquelles nous travaillons pour voir quelles pourraient être les nouvelles stratégies thérapeutiques à envisager pour le plus grand nombre. On est dans l'étape encore cellulaire où on va valider les produits qui sont identifiés, qui ont été identifiés dans ces cribles moléculaires. Et j'ose imaginer que d'ici la fin de l'année, on pourra commencer à envisager de traiter nos souris avec ces différents produits et de pouvoir suivre par la suite l'effet bénéfique que peut représenter l'administration de ces produits sur les souris avant de passer on l'espère, d'une manière relativement rapide vers les patients. Théoriquement, on devrait pouvoir dégager donc des hypothèses thérapeutiques qui, nous l'espérons, pourront se concrétiser par des essais thérapeutiques avec des molécules chez l'homme. Et d'autre part, peut-être, grâce à des essais de thérapie génique, nous pourrons amener chez l'homme, comme ça a été le cas dans d'autres exemples de rétinopathie pigmentaire, sur des gènes qui sont différents, donc amener grâce à un virus chez l'homme le gène défectueux pour réparer l'anomalie et pour empêcher la rétine de dégénérer. Quels sont les premiers résultats qu'on a pu avoir? On a fait déjà quelques semaines de dépistage. Évidemment, je ne peux pas vous livrer les résultats terminaux parce qu'il nous manque d'autres semaines de dépistage et d'autres maisons à couvrir. Alors, le premier point qui a été important, c'est qu'on a toujours été extrêmement bien reçus puisqu'on s'est aperçu en fait qu'en contactant les médecins coordinateurs de ces maisons de retraite, dans la plupart des cas, il n'y avait aucun suivi ophtalmologique qui soit organisé. Les bénéfices directs et indirects de cette enquête nous permettent de faire valoir l'existence et la création de ces nouvelles structures dans les Alpes-Maritimes pour 2012. Le début de cette étude a permis aussi d'alerter les maisons sur la nécessité d'avoir un travail collectif et une organisation structurée autour de leurs patients et de leurs pensionnaires par rapport à la santé visuelle. Comme nous vous l'avons signalé, cette étude et cette recherche actuelle s'inscrit dans le cadre d'un projet global de recherche et de développement que nous menons au sein du service sur cette deuxième cause de cécité dans le monde. Il est évident que ces premières études nécessiteront des confirmations et certainement avec des appareils complémentaires. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons
conserver et développer ce partenariat grâce à l'UNADEV, initié cette année et qui, nous l'espérons, pourra perdurer de nombreuses années. De 2006 à 2011, l'UNADEV a versé plus de 2 800 000 € au titre de l'aide à la recherche. René Breton, président de l'UNADEV. Cette politique de l'UNADEV consistant à promouvoir l'aide à la recherche ophtalmologique est rendue possible grâce à nos centaines de milliers de donateurs qui, année après année, nous apportent leur soutien par de nombreux dons. Et à ce titre, au nom du conseil d'administration de l'UNADEV, je tiens à les remercier chaleureusement pour leur fidélité et l'aide qu'ils nous apportent. Producteur Jean-Philippe Cross. Images et montage Alexandre Rakowski. Images de synthèse Arnaud Chevrolier. Musique et mixage Clément Allais. Assistante de production Vanessa Pigassou. Documentaliste Laetitia Dell. Chargée de communication Cécile Coulon-Deslois. Relations presse Ludwig Mendes. Conseiller scientifique Thibaut Fourteau. Conseiller rédactionnel Christine Vilissec. Assistant à la réalisation Clément Allais, Cécile de Ponty, Tan Pandou, Jérôme Chanty.